Alors, monsieur, bonsoir. Le Cameroun est officiellement engagé sur un autre front de guerre, le deuxième après celui de l'extrême nord pour lequel Paul Biya, chef des armées, a ordonné le déploiement des troupes le 17 mai 2014. Plus de 3 ans après, les forces de défense et de sécurité font face aux terroristes dans la zone anglophone, qui, comme vous le savez, est paralysée depuis octobre 2016 par des revendications sociales et corporatistes qui se sont muées en revendications politiques. Certains, les plus modérés, réclament le fédéralisme, d'autres sont pour la sécession, pendant que le gouvernement campe sur la décentralisation. Dans ce débat où la majorité est en faveur d'un dialogue, il s'est infiltré des attaques meurtrières contre les forces de sécurité et de défense à la suite de grandes manifestations populaires le 22 septembre et le 1er octobre 2017, au cours desquelles il a été enregistré des morts et des blessés parmi la population. À travers le monde, les institutions internationales et les grandes puissances sont en alerte et invitent les partis à la retenue. Un point de vue, évidemment, et une démarche que nous avons choisi d'analyser dans le cadre de cette autre édition de Entretien avec un analyste politique qui a quand même ses entrées dans les couloirs des Nations Unies. Notre hôte est responsable des affaires politiques, effectivement, aux Nations Unies, analyste politique, je l'ai dit, diplômé des sciences politiques, relations internationales et études stratégiques de l'Institut des relations internationales et stratégiques de Paris, promotion de 1998. Il a écrit un mémoire d'études stratégiques sous la direction de Jean-Christophe Ruffin, auteur à succès de l'Académie Goncourt et membre de l'Académie française. L'invité du jour a également occupé des fonctions dans les organisations internationales éminentes à New York et dans divers bureaux extérieurs des Nations Unies. C'est un ancien assistant spécial du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RCA. Mon invité est également membre du groupe de travail sur le désarmement à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, co-auteur de l'annuaire français de relations internationales 2008, associé de recherche au centre Thucydide de l'Université de Paris de Panthéon. Il faut également noter autre expérience. Il a participé à l'accord politique de Ouagadougou. Excusez du peu. C'est cette tête bien faite, bien pleine, sans être péjoratif, qui a accepté donc d'analyser la situation socio-politique et économique du Cameroun. Simon Pascal Alain Andy est déjà installé dans le mythique fauteuil rouge. Bonsoir Simon. Bonsoir. Merci de vous être arrêté dans ce studio à l'occasion de votre séjour au Cameroun. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous retrouvez un pays, votre pays, le Cameroun, dans l'ambiance générale. De prime abord, quand vous êtes sorti de l'aéroport, qu'est-ce que vous avez ressenti? Avec le Cameroun, c'est une relation ombilicale qui est extrêmement forte. Et donc, la question de la distance est assez difficile à réaliser. Mais quelles que soient les péripéties dans lesquelles se bat le Cameroun, je crois qu'il ne nous quitte jamais. Il est toujours avec nous. Et il est tout à fait normal que l'on constate qu'il y a des avancées, mais aussi quelque part des régressions. Mais n'étant pas quelqu'un qui verse dans la délectation morose, j'essaie toujours d'avoir une vision positive de ce que peut être mon pays et du potentiel qui est le sien. Alors, vos activités, vos fonctions vous amènent à parcourir le monde, donc d'une certaine façon, on peut vous considérer comme un Camerounais de la diaspora. Depuis là-bas, quand vous regardez le Cameroun? Oui, non, disons qu'aucun pays au monde n'a pu se construire sans un lien organique avec sa diaspora et qu'il est absolument impératif et important que nous puissions mettre en place des stratégies de captation de toute cette intelligence qui prolifère à l'extérieur pour la mettre au service de la construction d'un consensus national et même de l'écriture du roman national. Et si nous ne le faisons pas, je pense que on se tire une balle dans le pied. Au rythme où on se tire les balles dans le pied, on aura peut-être plus d'orteils très 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 vite. Alors revenons plus spécialement à vous. Vous avez fait vos études au Cameroun? Oui, j'ai été un peu... en fait, d'ailleurs, j'avais été
admis à l'Institut de journalisme à l'époque. Et puis après, c'était un peu chaotique. Je suis allé en faculté de lettres parce que ma mère voulait que je fasse les lettres, que j'étudie la littérature française. Mais au bout de quelques temps, je suis reparti en droit et en droit public. Mais je garde de mon passage en lettres un souvenir éminemment important puisque j'organise à l'âge de 20 ans l'une des premières conférences qui s'appelait Défense et illustration de l'université et qui réunissait donc à l'époque un aéropage des principaux et des meilleurs professeurs de l'époque. Défense et illustration de l'université, ça partait de Joachim du Bellay au XVIe siècle qui avait écrit un traité littéraire qui parlait de défense et illustration de la langue française que Rivarol va reprendre au XIXe siècle. Mais l'idée fondamentale, c'était quel est le statut que la pensée devait avoir dans une société comme la nôtre, qui était dans une phase prédémocratique. Et je crois que le professeur Camteau va d'ailleurs produire un livre par la suite qui s'appelle Le statut de la pensée dans une société prédémocratique. Donc ensuite, je suis allé en France où j'ai fait l'université de Paris 8, mémoire de maîtrise en sciences politiques, et puis le Paris 7, Jussieu, et finalement les études stratégiques où j'ai travaillé longtemps avec le professeur Ruffin. Enfin, je ne sais pas s'il est professeur, mais disons que c'est un esprit extrêmement brillant, qui est maintenant à l'Académie française. Et puis, on a produit donc un texte sur le maintien de la paix comme une stratégie de politique extérieure pour le Canada. Je suis parti de là pour le Canada. Donc, d'ailleurs, à l'Institut Pearson, qui est le premier institut d'études stratégiques créé au Canada, mais qui s'occupait fondamentalement des questions de maintien de la paix. Vous savez que le Canada est l'inventeur du concept même du maintien de la paix, et Pearson avait théorisé la notion du soldat diplomate, pour lequel il va obtenir le prix Nobel de la paix en 1956, et qui est un peu l'ADN de la politique étrangère du Canada, ami des faibles comme des puissants, résolument entremetteurs et ayant une présence marquée sur tout ce qui contribue à la pacification des relations intergouvernementales dans le monde. Pour revenir un peu au Cameroun, un ou deux mots sur votre parcours scolaire, primaire et éventuellement secondaire. Moi, j'ai eu la chance extraordinaire. Je viens de ce qu'on pourrait appeler qu'on appelle le Nyon-Okele, mais la Grande Sanaria maritime. Et j'ai eu la chance parce que c'était un espace où l'État n'est jamais venu, mais qui a quand même cette extraordinaire possibilité, c'est d'avoir des institutions de formation académique. Je crois qu'il jusqu'à un passé récent, on pouvait former l'ensemble de l'élite camerounaise. Donc j'étais au Collège Sacré-Cœur de Makak, et puis à côté il y avait le Collège Sacré-Cœur de Libamba, mais les structures de formation étaient d'un niveau de perfectionnement qui nous a permis d'avoir la base qui nous donne la possibilité aujourd'hui de tutoyer le monde. Je me souviens que avant on n'est jamais allé au lit sans avoir lu un livre, on n'est jamais allé au lit sans avoir écouté un peu de musique classique, même si je ne pense pas que ce soit un avantage, mais on connaître Chopin à l'âge de 9 ans, jouer au mini-golf, avoir des piscines olympiques, des laboratoires d'une sophistication importante. D'ailleurs, à Makak, on envoyait des mini-fusées à 6 kilomètres dans l'espace en classe de terminale. Donc, en même temps, je pense que la meilleure école, ça a été celle de mon arrière-grand-mère, qui n'a jamais été à l'école, mais qui était la maîtresse du bon sens et qui m'a donné un amour illimité, infini, qui me fait penser que malgré l'extraordinaire manque de ressources financières, j'en ai grandi dans un véritable paradis. Ça, c'est le secondaire. Et le primaire? Toujours à Makak? J'étais au Collège Sacré-Cœur, c'était un internat jusqu'à l'âge de terminale, et puis il y a eu une grève. Après, je suis allé au lycée classique à Vertois. Bon, la grève, j'ai été accusé d'être
Le meneur de la grève. Oui, le meneur de la grève, mais ce n'est pas vrai puisque la nuit, je n'y étais même pas. Mais on estimait que mes positions irrédentistes et Vous revendiquez quoi? Non, disons les meilleures conditions de vie. Vous savez, après le départ des Canadiens, le collège a été géré plutôt par des nationaux qui ont supprimé tout un éventail je dirais pas de conditions dont bénéficiaient les étudiants et donc ce changement drastique a créé un malaise qui a donc poussé les étudiants à se rebeller. J'ai contribué quand même à nourrir cette pensée de la révolte parce que je pense que l'homme et sa destinée ultime, c'est la vie bonne. Et puis j'ai eu la chance d'aller au lycée classique de Berthois, ce qui m'a permis de voyager un peu à travers le Cameroun et puis la France ensuite, le Canada, les États-Unis, où je suis allé à Harvard plutôt pour faire ce qu'on appelle des formations continues. Je suis devenu senior executive fellow, mais alors que j'étais déjà travailleur à la Kennedy School. Harvard Kennedy School of Government. Alors comment s'opèrent vos relations avec les Nations Unies? Comment vous faites pour vous y retrouver? Disons, c'est ce qu'on appelle en anglais les random circumstances of life. Je suis au Canada et presque tous les soirs nous avons des débats sur l'état du monde, sur les grandes questions fondamentales et les prémices géostratégiques de ce que sera notre planète dans les années à venir. Et autour de moi, j'ai le président Morrison, l'amiral qui était aussi vice-président, mais vous avez un aéropage d'analyse politique des Nations Unies, vous avez la Fondation pour les systèmes électoraux de Washington, vous avez aussi des généraux qui sont spécialistes de stratégie. Nous nous retrouvons presque tous les soirs pour discuter. Et un soir, je pense que l'anecdote en vaut la chandelle dans ce contexte où beaucoup doutent de leur identité, de leur personne, et sont un peu dans une situation de l'arbinisme. Donc un matin, après une vive discussion, l'un des interlocuteurs m'a dit qu'il fallait absolument que je puisse aller à New York. Et j'ai d'abord cru que c'était une blague, donc il me disait il faudrait que je vienne aux Nations Unies. Et puis finalement, nous sommes partis de là et ils m'ont presque forcé à aller à la bibliothèque pour faire ce qu'on appelle le PhD, Personal History Form, le remplir et puis l'ont amené à New York. Je suis revenu après à Paris parce que c'était mon siège et on était un peu dans ce qu'on appelle le Lucky Strike. J'ai pu rencontrer Michel Rocard immédiatement qui nous a accordé à travers la Direction générale du développement qui dirigeait à la Commission, enfin au Parlement européen, une subvention pour venir faire une conférence au Cameroun. La conférence vient à point nommé parce qu'elle s'appelait Rencontre euro-africaine, regard croisé sur une fin de siècle. Donc, il nous a permis non seulement d'offrir à l'IRIC un fonds bibliothécaire, mais aussi d'amener ici le monde diplomatique, l'université de Pennsylvanie, des grandes publications comme Le Soir de Bruxelles, notamment Colette Baraman. Je fais mention parce que nous sommes en ce moment à Abidjan où on parle de la rencontre Union européenne-Union africaine, mais le Cameroun a été le premier pays qui a posé les jalons d'un dialogue pour l'élaboration d'une parole intellectuelle entre les relations entre l'Europe et l'Afrique en 1997. Et il est tout à fait dommage que cette mémoire-là n'existe pas. Je pense qu'elle aurait même pu être intégrée dans le discours du chef de l'État, puisque c'est en 97, ça se passe au Cameroun. Et elle avait réuni un certain nombre de personnes de l'élite intellectuelle mondiale. Donc, alors, entre autres rôles, vous avez parcouru les pays en conflit, oui. les pays européens et africains. Mm-hmm. Mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la Centrafrique et tout récemment le Burkina Faso.
Oui, disons que j'ai passé l'essentiel de ma carrière comme analyste politique sur les théâtres de conflit, que ce soit le Congo. D'ailleurs, le premier plan de contingence, lorsqu'il y a un afflux massif de réfugiés du Darfour vers le Tchad, c'est moi qui conduis donc la mise en place au service du gouvernement tchadien d'une stratégie pour faire en sorte que les populations locales et le gouvernement puissent s'adapter et apporter des réponses à cette crise-là. Ça consiste en quoi, véritablement, l'organisation Un plan de contingence, c'est-à-dire que la première question qui se pose lorsque vous avez un afflux massif des réfugiés, c'est que les capacités des populations locales à s'adapter à cet afflux sont inexistantes. Et en plus, ça crée un sentiment de rejet. Et la tension excessive qui est portée sur les réfugiés crée des frustrations, donc qui génère une espèce de césure à laquelle le gouvernement doit répondre, puisque les populations voient subitement des ressources tant recherchées uniquement dirigées vers les populations allogènes qui viennent de l'extérieur, par rapport à un gouvernement qui a des fragilités internes où la capacité de l'État elle-même à affronter d'abord ce type de crise est minimale. Les Nations Unies ont mis en place depuis toujours ce qu'on appelle des plans de contingence qui consistent donc à soutenir le gouvernement pour que l'État ne se dissolve pas totalement. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en organisant l'équipe de pays des Nations Unies pour faire face, mais en apportant aussi un appui technique au gouvernement pour que la paix, l'équilibre et la stabilité du pays demeurent intacts. Alors vous avez parlé du Darfour, il y a également eu le Tchad, vous l'évoquez? Oui, le Tchad, mais aussi la Côte d'Ivoire, le Niger où je suis arrivé au moment du coup d'État en 2010, en février, le coup d'État de Saleh Djido où j'ai justement mis en place la structure qui coordonnait les relations entre les politiques du secrétariat des Nations Unies et la nouvelle junte militaire, de façon à faire en sorte qu'il y ait une transition qui permette un retour à la légalité constitutionnelle. Venons-en à la Centrafrique. Et la Côte d'Ivoire aussi. Venons-en à la Centrafrique. Oui, non, mais je suis parti du Niger pour la Centrafrique parce que le représentant spécial, qui est maintenant le directeur du siège des Nations Unies à Nairobi, Madame Zoédé m'avait demandé de venir apporter une aide dans son cabinet. En fait, je fais partie d'une classe d'analyse politique qu'on appelle conseillers spéciaux qui sont chargés de conseiller un peu l'élite de l'organisation dans l'accomplissement de leurs tâches sur un certain nombre de pays. Mais auparavant, aux Nations Unies à New York, j'avais mis en place la première task force sur la Centrafrique. J'avais aussi contribué à la nomination du premier envoyé spécial sur les questions humanitaires, dont la première évaluation humanitaire compréhensive qui a abouti à la mise en place même d'un bureau de coordination humanitaire. On l'a fait aussi tous les éléments qui concernent la stratégie du pays. Pour mémoire, en 2002, 2003, 2004, il y avait que 3 organisations humanitaires. Je crois qu'il y en a un peu plus de 100. Mais nous avons contribué à mettre en place une analyse qui a informé le secrétaire général, le Conseil de sécurité, dans leur stratégie par rapport à ce pays-là qui connaît de manière récurrente des crises répétitives. Mais il m'est arrivé aussi d'aller devant la commission de contribution de l'Assemblée générale pour plaider et faire en sorte que le pays ne soit pas exclu de l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque lorsqu'on n'est pas sur la table à manger, on est forcément sur le menu. Absolument. Alors, fort donc de toute cette expérience, avant peut-être de rentrer dans les détails, lorsque vous observez la situation socio-politique du Cameroun, quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer et pour nous en faire un commentaire? Disons que statutairement, je suis pas habilité à parler de la situation du Cameroun, mais en même temps, je pense comme le lien ombilical que j'ai évoqué dans mon propos liminaire et l'attachement qui est le mien pour ce pays,
me dit que le meilleur reste à venir, que nos potentialités n'ont pas totalement été épuisées et que nous sommes toujours en capacité de construire un consensus national qui nous permette de faire émerger un pays qui est l'envie du monde. Alors dans cet environnement, on est, je vais dire, en pleine crise plus anglophone, qui, grosso modo, réunit, je peux dire, deux acteurs, deux points focaux essentiels, dont la diaspora, qui a quand même un rôle assez important, dont le pouvoir central ou alors les pouvoirs publics ont comme un fond de soupçon sur l'instrumentalisation, sur ce qui se passe de ce côté-là. Quand vous interrogez l'implication de la diaspora, peut-elle jouer un rôle déterminant pour définitivement trouver la solution à cette crise-là?